Hello everyone. I am student Haifa Riyahi of the second year Biological and Analytical Master in the ESBSP. So we did this workshop with my teacher, my professor Mrs. Rida and Mrs. Tariq, which entitled Biomolecule and Colors. In this concept, we present our work, which is divided into 4 parts. First, we have the mixture of color, then the separation of colors by 2 techniques, filter paper, and then the electrophorese. And for the 4th part, we were using the membrane eggs as a biodialyzer. So my friend Safa is going to represent how we doing the mixture of colors. We have the blue colors. Mix it with the yellow colors. We obtain the green colors. Then blue with red. We obtain the purple color. And yellow. We have the orange color. So once we did the mixture of colors, we said why we don't do separate them again. So here's my friend Serene is going to show you how to do it. So some water, filter paper, and green, after a few minutes we obtain the yellow color and the blue. And for the 3rd and the 4th part, unfortunately, we don't have time to finish it. So we invite you to see it live in the City of Culture. Thank you so much. Une expérience qui démontre la viscosité des fluides. On mélange de l'eau avec de l'amidon dans un récipient. On constate que le mélange a un aspect liquide. Or, ce mélange est un mélange non newtonien qui a une caractéristique qui se présente par une proportionnalité entre la viscosité et la force. Lorsqu'on exerce une action mécanique sur ce liquide, il devient solide. Cette caractéristique se présente aussi dans le sang. Or, l'eau est un liquide newtonien. Sa viscosité ne dépend pas de la force. Plus la force appliquée sur la matière est importante, plus l'aspect solide est apparent. Et lorsqu'on relâche, la force diminue et donc l'aspect liquide reprend. The ball is floating at the same level, and this is explained by the speed of the air that's coming from this hairdryer. It's the same speed at the left and the right of the ball, and at the same speed you have the same atmospheric pressure. And we're gonna prove that by a piece of paper. We're gonna put it next to the ball, and we're gonna notice that the piece of paper is moving at the same frequency. Of aerodynamics is the relationship between the surface and the speed. At a low surface, a small surface, we have a high speed. So I'm gonna put the ball floating on the airflow of the hairdryer like before, and I'm gonna put this empty roll of toilet paper on top of the ball. And what we're gonna notice is how the ball's gonna go shooting up because it's gonna be so fast. Okay.
is explained by the simple fact that when the surface is low, the speed is high. These two principles we learned, the Bernoulli's principle and this one, explains how the airplane flies. So airplanes have engines, and engines give the plane the ability to move forward and fast, which creates a fast airflow that goes so fast on top of the wing than below it. So the air is faster on top of the wing and not so fast below the wing. And so basically, based on the first principle, the pressure below the wing is higher than the pressure above it. And this explains the lift we have, because the pressure from above is so high it makes the plane go up. Nous allons aujourd'hui réaliser une expérience pour étudier la notion de la tension superficielle et mieux l'étudier. Donc tout d'abord, on a rempli ce bécher avec l'eau, puis nous allons mettre ce trombone. On remarque que le trombone reste sur la surface de l'eau, malgré que sa masse volumique est plus grande que la masse volumique de l'eau. Ce phénomène s'explique par un phénomène physico-chimique qui est l'action superficielle qui renforce les liaisons intermoléculaires, d'où la surface du fluide se comporte comme une membrane élastique. Ajoute de la lessive. On remarque que le trombone secoue. Ce phénomène s'explique par la diminution de la tension superficielle. Je présente l'expérience de la tension superficielle de l'eau. On disperse une quantité de poivre dans une assiette contenant de l'eau. Puis, on prend le doigt propre et touche la surface de l'eau. On remarque que rien ne se passe. Après, on ajoute un liquide de vaisselle agi comme un additif et on touche la surface de l'eau. On remarque que les molécules de poivre s'éloignaient du centre vers la périphérie. Ce phénomène est expliqué par le fait que les additifs ont un rôle important dans la diminution de la tension superficielle. Alors, à la vie courante, on utilise le savon pour laver les mains, pour diminuer la force et la tension superficielle entre les mains et les contaminants. Aujourd'hui, on va extraire l'ADN génomique de la banane. Donc, on va faire mélanger le banane avec quelques quantités d'eau jusqu'à ce que la solution soit un mélange lisse. Puis, dans un premier bécher, on va ajouter 50 ml de détergent. De sel, et 16 cuillères d'eau. Donc, on va faire dissoudre le sel et le détergent en remuant lentement la cuillère pour éviter la formation des mousses.
à la solution faite à l'étape 2, on va ajouter 12 cuillères à café de notre purée de banane. Donc, on va mélanger la solution 5 à 10 minutes. Donc, entre-temps, on va placer le filtre dans le deuxième bécher. On va le plier et le fixer par les épingles. Puis, on va filtrer notre mélange et le verser dans le filtre. Et on va laisser la solution se décanter pendant quelques minutes. Dans un tube à essai, on va ajouter de l'alcool glacé. Puis, on va verser une partie de notre solution filtrée. Il est très important de ne pas secouer le tube à essai. Et donc, on va laisser notre filtre se repose 2 à 3 minutes. Donc, voilà, l'ADN, il va commencer à se précipiter dans la couche d'alcool car il est insoluble dans l'alcool. Et donc, notre molécule d'ADN, elle a l'apparence d'une méduse blanche qui est très filante. En quoi consiste la molécule d'ADN? L'ADN a été mise en évidence en 1953 par Westron et Crick. Donc, l'ADN contient l'information génétique et elle est responsable du phénotype d'un organisme particulier. Donc, l'ADN contient 4 bases, l'adénine, thymine, cytosine et guanine. La découverte d'une molécule d'ADN par Westron et Crick a permis plus tard, en l'année 2000, le séquençage du génome humain et aussi végétal telles que la plante modèle, la Rhodopsis thaliana, etc., qui s'avère une révolution génomique en permettant soit l'expression, soit l'inactivation des gènes particuliers en biotech. Une des applications majeures de la biotechnologie des organismes génétiquement modifiés est le développement des biomédicaments, tels que l'insuline humaine dans E. coli. En insérant le gène codant pour l'insuline humaine dans un plasmide d'expression bactérien, puis le clonage des bactéries transformées permet la production intense de la protéine ou de la substance d'intérêt. GFP is a protein that composed of 238 amino acid residue that exhibits bright green fluorescence when exposed to light in the blue to ultraviolet range. It is also the first protein isolated from the jellyfish Echoria victoria. The availability of GFP and its derivative has redefined fluorescence microscopy and the way it is used in cell biology and other biological disciplines. In addition, in cell and molecular biology, the GFP gene is frequently used as a protein marker in plants and animals. Bonjour à tous. Bienvenue parmi nous dans le stand ISBST. Nous sommes le groupe de diabétique et nutrition. Nous parlons de l'obésité, du diabète et confirmation scientifique de l'intérêt pour une bonne... C'est intéressant de savoir si on est obèse ou pas. Non seulement pour s'assurer d'avoir la bonne silhouette, mais car être obèse, c'est pas bon pour la santé. L'obésité, ça se calcule. L'IMC, l'indice de masse corporelle, est un facteur très important et facile à calculer. Poids sur la taille au carré et on vérifie son état avec le tableau. Le matériel est très simple.
pèse-personne, mètre-ruban et une calculatrice. Sans oublier bien sûr le tour de taille. La personne est obèse si c'est supérieur à 90 cm chez la femme et à 100 cm chez l'homme. Nous passons aux travaux pratiques, taille, poids et IMC. L'obésité est en relation étroite et confirmée avec le diabète. Oui, bien évidemment. L'obésité est un état pathologique puisqu'elle mène au diabète. Tout d'abord, la question qui se pose, c'est quoi le diabète? Le diabète est un taux élevé de glucose dans le sang, donc une hyperglycémie qui affecte tous les vaisseaux. Elle touche tous les organes, le cœur, les reins et plus précisément la rétine au niveau des yeux. Donc, chez notre modèle animal qui est Psam obèsus, tous les animaux obèses deviennent diabétiques et leurs rétines sont affectées. La chose innovante, c'est que quand on ajoute de l'européine, l'effet du diabète est corrigé. Donc, comme c'est évoqué, l'obésité qui est un excès d'entrée énergétique avec une faible dépense engendre le diabète qui altère plusieurs organes comme les reins, les yeux et le cerveau. Un simple antioxydant, le lauropéine, a beaucoup corrigé ces complications. Par la suite, il faut mettre l'attention sur la nutrition dans les deux sens, prévention et traitement des complications du diabète. Il est indispensable d'avoir une bonne nutrition équilibrée et variée pour être loin de toute pathologie. Un régime méditerranéen est très bénéfique. Adopter les oligo-éléments, les antioxydants et les minéraux pour booster la prévention et une activité physique quotidienne est nécessaire pour avoir un healthy life. Ces travaux de recherche sont réalisés dans le laboratoire PABAT de l'Institut de Sidi Tebet sous la direction de professeur Schrir et Dr Jmeri. Pour clôturer, je peux que dire bonne santé à toutes et à tous et merci. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter un des micro-organismes dotés de potentiel biotechnologique important, les cyanobactéries. Les cyanobactéries ou cyanophycées sont connues auparavant sous le nom des algues bleues. Ce sont en fait des micro-organismes prokaryotes dépourvus de noyau véritable et réalisant la photosynthèse comme les algues. Ces micro-organismes possèdent deux pigments importants, la phycocyanine de couleur bleue et la chlorophylle de couleur verte. Les cyanobactéries apparaissaient assez tôt dans l'histoire de la Terre, alors que les conditions n'étaient pas encore favorables aux formes de vie que l'on connaît aujourd'hui. En effet, la Terre primitive, il y a 4 milliards d'années, avait une atmosphère assez riche en gaz divers, tels que le dioxyde de carbone, le sulfure d'hydrogène et même le méthane, mais elle était dépourvue d'oxygène et de couches d'ozone. Un peu plus tard, vers 3 milliards d'années, les cyanobactéries apparaissaient et elles colonisaient tous les océans. Ces micro-organismes étaient capables de survivre dans cette atmosphère très épaisse et elles réalisaient la photolyse. En effet, elles choisissaient l'eau comme un donneur d'électrons. Ces micro-organismes étaient capables de produire l'oxygène. Cette production importante était à l'origine de l'apparition de la vie sur Terre. En effet, l'oxygène produit par les cyanobactéries changeait de façon très radicale la composition de l'eau et de l'air. Ceci était à l'origine de l'apparition de la vie sur Terre. Aujourd'hui, les cyanobactéries colonisaient différents écosystèmes. On parle des eaux douces et des eaux marines. Il était très exploité par l'homme dans différents domaines. On parle par exemple de la chimie verte. Elles sont utilisées pour la production des biocarburants à partir des lipides. On parle aussi de la purification de l'air par la production de l'oxygène et même la phycocyanine a été extraite pour être utilisée comme un aliment ou un colorant naturel en agroalimentaire. Donc pour réaliser la culture des cyanobactéries, nous avons tout d'abord besoin de préparer un milieu de culture adéquat pour ces micro-organismes. Tout d'abord, nous allons peser notre réactif chimique. Cette réactive va être ajoutée à l'eau distillée. Puis le tout va être bien homogénéisé avant d'être stérilisé. Cette technique nous permet d'obtenir un milieu de culture liquide
liquide, mais si nous avons besoin d'un milieu de culture solide, nous allons juste ajouter l'agar. Suite à la préparation de notre milieu de culture, nous allons réaliser la culture proprement dite des cyanobactéries, dans des conditions bien stériles. Donc les différentes cultures vont être incubées à température ambiante et surtout en présence de la lumière. Donc les cyanobactéries dans un milieu liquide vont s'étaler sous forme de différents aspects et de différentes couleurs, alors que sur le milieu solide, nous avons des colonies bien séparées et étalées sur toute la boîte.